Bonjour, je m'appelle Georges Grosse et je vous propose aujourd'hui une synthèse de ce qu'il me semble important de comprendre sur l'intelligence artificielle au général et sur l'intelligence artificielle générative au particulier. Cette présentation s'adresse à tout le monde, sans prérequis techniques. Pas besoin d'être informaticien ou spécialiste de quoi que ce soit pour la regarder. Mon objectif est simple, vous donner les clés pour comprendre ce qu'est l'IA générative, ce qu'elle peut faire, quelles sont ses limites, ses avantages et ses dangers. Comme on va le voir, c'est ni tout noir ni tout blanc. Et il me semble important de connaître les principales nuances et d'en faire une présentation équilibrée. Pourquoi en parler maintenant? Parce que l'IA n'est plus de la science-fiction. Elle est déjà partout dans notre quotidien, dans celui de nos enfants. Elle arrive dans les entreprises, dans les médias, dans les arts et dans la médecine. Elle va transformer plein de métiers, nos habitudes et même notre rapport à l'information. Une première définition de l'IA générative. Elle crée et elle génère du contenu, des images, du texte et plein d'autres choses. Certains parlent de révolution, d'autres d'une évolution majeure. Je pense que nous vivons une étape technologique comparable à l'arrivée d'Internet dans les années 90. Impossible de l'ignorer, il ne faut pas non plus la bouder. Mieux vaut chercher à comprendre son fonctionnement, ses usages, ses impacts et ses limites, même dans les grandes lignes. J'ai choisi de découper cette présentation en 5 parties. La première partie, les bases, ou comment ça marche sous le capot. La deuxième partie, les outils. Là, je fais un panorama des principaux outils ainsi que de leurs usages. La partie 3, l'utilisation des outils. Là, je vais parler de biais, d'hallucination, de prompt et de responsabilité. La quatrième partie concerne les impacts sur la société. Je vais évoquer les impacts sur le travail, le droit, l'environnement. Je terminerai par des analyses de différents experts. Tout cela se termine par une conclusion où j'analyse les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités liées à générative d'aujourd'hui. Pour comprendre l'IA générative, commençons par ses fondations, le neurone artificiel. Tout repose sur cette brique de base. Le neurone artificiel qui est fortement inspiré du neurone biologique. Un neurone biologique reçoit des signaux par ses dendrites et les traite dans son noyau, puis transmet éventuellement un signal via son axone. C'est ainsi que circule l'information dans notre cerveau. Le neurone artificiel imite ce fonctionnement. Il reçoit plusieurs entrées, comme les dendrites. Il calcule une somme pondérée de ces entrées. Il compare le résultat à un seuil. Et si la somme dépasse ce seuil, le neurone s'active et produit une sortie, tout comme l'axone. Comme dans le cerveau, les neurones artificiels sont organisés en réseaux. Un réseau comporte différents types de couches. Une couche d'entrée reçoit les données brutes, un texte, une image, un son. Ces données passent par plusieurs couches intermédiaires, appelées cachées, qui transforment l'information. Enfin, une couche de sortie produit le résultat attendu. La puissance de ces réseaux se mesure au nombre de paramètres. Chaque connexion a un poids ajustable. Chaque neurone a un seuil ajustable. Tous les paramètres sont des nombres. ChatGPT 4 Turbo utilise plus de 1700 milliards de paramètres. Aujourd'hui, certains réseaux ont plus de 100 millions de neurones artificiels répartis sur plus de 100 couches. Comparé au cerveau humain qui compte environ 90 milliards de neurones, on est encore en dessous, mais l'écart se réduit très vite. Mais bon, la comparaison reste métaphorique. Un neurone artificiel n'a pas la complexité d'un neurone biologique. Maintenant, un point qui peut être mystérieux pour beaucoup. Comment ces réseaux apprennent-ils? Ils passent par un processus appelé apprentissage ou entraînement. On fournit un exemple, une entrée plus la réponse attendue. Le réseau produit une sortie. On compare cette sortie à la bonne réponse. Ça, c'est le calcul de l'erreur. Un algorithme, la rétropropagation du gradient, ajuste les poids et les seuils pour réduire cette erreur. On répète ce cycle sur des millions, voire des milliards d'exemples, jusqu'à ce que l'erreur devienne très faible. À la fin, le réseau sait généraliser sur de nouveaux cas. On peut se poser la question de pourquoi l'IA explose maintenant. L'IA générative connaît un essor fulgurant aujourd'hui pour 3 raisons. D'abord, les données. Internet a fourni des montagnes de textes, d'images et de vidéos qui ont servi d'exemple. Ensuite, des algorithmes. Des méthodes connues depuis les années 80 ont été largement optimisées.
Enfin, la puissance de calcul. Les cartes graphiques, appelées aussi GPU, conçues pour les jeux vidéo, sont devenues idéales pour l'IA générative. C'est cette combinaison qui a rendu possible l'explosion des modèles actuels. Quelles sont les spécificités de l'intelligence artificielle générative? Comme déjà dit, l'IA générative se distingue par sa capacité à produire du contenu nouveau, des textes, des images, de la musique, des vidéos, du code informatique, etc. Elle fonctionne à partir de prompts, des instructions données par l'utilisateur, et génère un résultat en s'appuyant sur tout ce qu'elle a appris. Il faut retenir 4 points essentiels. Le premier, les outils ne sont pas intelligents. Ils régurgitent ce qu'ils ont appris. Le second, ce sont des perroquets stochastiques. Ils choisissent statistiquement la suite la plus probable. Ils ne comprennent pas le sens de ce qu'ils produisent. Le troisième, ils n'ont pas de sens commun. Pour eux, une main à 6 doigts n'est pas absurde. Le quatrième, ils n'ont aucune intention propre. Ils répondent aux sollicitations, mais ne décident pas, n'agissent pas par eux-mêmes, du moins pour l'instant. Maintenant que l'IA générative est définie, je vais la positionner par rapport à l'IA en général. Tout d'abord, l'IA générative est un sous-ensemble de l'IA. L'histoire de l'IA se caractérise par 6 moments clés. 1955. C'est la naissance de l'IA. On veut faire des programmes qui simulent l'intelligence humaine. Les années 70-80. Là, c'est le développement des premiers systèmes experts. C'est une approche radicalement différente des réseaux de neurones. L'expertise est rendue explicite dans des règles compréhensibles. C'est utilisé en médecine, en finance, etc. Le succès industriel est fort modeste. On appelle aujourd'hui ce type d'IA GOFAI pour Good Old-Fashioned Artificial Intelligence. Ensuite, il y a les années 80-90. C'est l'arrivée des algorithmes d'apprentissage statistique, mais les ordinateurs ne sont pas assez puissants pour les faire bien tourner. Après, il y a l'année 97. C'est le succès de Deep Blue de IBM. Ce programme a battu le champion du monde des échecs. À cette date, des réseaux de neurones ne sont toujours pas utilisés. Puis viennent les années 2000. Ça a été le début du succès du machine learning utilisant les réseaux de neurones. Une première réussite fut quand AlphaGo, de la société DeepMind, a battu le champion du monde de Go en 2016. AlphaGo joue des coups gagnants, même pas imaginés par des humains. Et enfin, les années 2010. Là, c'est la percée de l'apprentissage profond ou du deep learning qui a ouvert la voie à l'intelligence artificielle générative d'aujourd'hui. Maintenant que l'on a vu que les principes de fonctionnement de l'IA, voyons ce qu'il est en termes d'outils. On va faire un rapide panorama et détailler les usages pour la génération d'images et de textes. L'IA générative se manifeste à travers des outils accessibles à tous. On peut en général les tester gratuitement. Voici un panorama général de ces outils. Il est important de noter que cette liste bouge tous les jours. De nouveaux outils, de nouvelles fonctionnalités, ça n'arrête pas. On peut classer les outils par type de contenu généré. Pour la génération de texte, on a les fameux chatbots qui permettent de tenir des conversations avec des réponses riches et structurées. La rédaction automatique, la traduction. Et puis il y a la génération d'images. Elle permet d'obtenir des illustrations de plein de styles différents, des photos réalistes ou pas, des logos, etc. Il y a la génération de musique et de sons qui permet de faire des compositions musicales avec des voix synthétiques et des chansons toutes complètes. Il y a la génération de vidéos. On obtient des séquences de vidéos animées à partir de textes, de vidéos ou de photos, des avatars parlants. L'IA générative permet aussi la génération de programmes informatiques et même la recherche de bugs dans ces programmes. On va maintenant faire un focus sur les outils générateurs de texte. Les plus connus sont ChatGPT, Claude, Mistral, Perplexity et Gemini. Ils permettent de répondre à des questions, rédiger des résumés, traduire des textes, écrire des poèmes ou des articles, générer ou corriger du code informatique. Ces outils améliorent la productivité de toutes les activités où l'on produit du texte, et il y en a beaucoup, beaucoup. Ils sont très utiles, mais pas infaillibles. Ils ont des limites. Ils peuvent produire des hallucinations, des informations fausses mais crédibles. Ils sont également sujets à différents biais. Je parle de ces 2 points juste après. De plus, ces outils souffrent de l'effet d'horizon.
c'est-à-dire que certains outils ont un horizon limité. Les données qu'ils ont utilisées pour les phases d'entraînement sont celles limitées à celles existantes à la date de l'entraînement, normal. Et du coup, ils ne connaissent pas les données récentes, même si certains interrogent le web en direct. On va maintenant faire un focus sur les outils de génération d'images. Les principaux sont Midjourney, DALL-E et Stable Diffusion. Comme pour les générateurs de texte, la qualité du prompt est essentielle pour obtenir un résultat de qualité. J'en parle juste après. Avec un prompt bien rédigé, on peut obtenir une photo réaliste, un dessin de style manga, une peinture impressionniste et bien d'autres choses encore. Les champs d'utilisation de ce type d'outils sont nombreux. Publicité, mode, illustration en tout genre, design. Mais ces outils ont des limites. Ils peinent à écrire du texte lisible dans une image ou à représenter correctement des détails comme les doigts d'une main. Ils ont également des hallucinations. J'en parle encore une fois un peu plus tard. Plus rapidement maintenant, je vais évoquer d'autres outils qui ont retenu mon attention. Le premier est Agen, pour la création d'avatars parlants. Le doublage automatique en plus de 40 langues avec synchronisation des lèvres que je trouve assez impressionnant. Ensuite, Adobe Firefly, intégration de l'IA dans Photoshop, Illustrator et Premiere, très efficace pour modifier localement des photos ou des vidéos. Maintenant, Suno Udio Boomi. Là, c'est de la génération musicale. J'ai pas été ébloui par les résultats, je dois dire. Puis il y a Luma AI et Sora. Là, c'est de la génération de vidéos. Alors là, j'ai trouvé vraiment ça impressionnant. Ce domaine progresse très très vite. Et puis il y a Grok. C'est un outil controversé développé par la boîte d'Elon Musk, capable de générer des contenus choquants. Là, il n'y a pas de limite. Chaque jour, de nouveaux outils ou de nouvelles fonctionnalités apparaissent. La liste s'allonge à une vitesse impressionnante. Ça bouillonne. Je vais maintenant évoquer 4 points qu'il me semble important d'avoir à l'esprit lorsqu'on utilise ce type d'outils. Les biais, les hallucinations, les prompts et les responsabilités. Je commence par les biais algorithmiques. L'IA apprend à partir de données humaines trouvées sur le web. Ces données peuvent contenir des stéréotypes, des formes de discrimination. Résultat, on a des biais dits algorithmiques. Je vais prendre 3 exemples. Un pauvre est souvent représenté comme non blanc. Un terroriste est représenté par un homme de type arabe. Et une famille heureuse est représentée par un couple hétéro blanc avec 2 ou 3 enfants. Tout cela reproduit des clichés de l'Occident. De même, ChatGPT attribue massivement le pronom il aux professions médicales ou techniques, alors que la réalité est bien plus équilibrée. Et il y a plein d'autres exemples de ce type-là. Il y a aussi les biais culturels. Ils entraînent une surreprésentation des valeurs anglo-saxonnes, une sous-représentation des cultures minoritaires et une vision très très homogène du monde. Par exemple, si on demande à une IA écrit un poème d'amour, elle utilisera souvent des références et un style inspiré de la poésie romantique occidentale, des fleurs, des cœurs, la passion, alors que dans d'autres cultures, l'amour est exprimé par des métaphores différentes, des saisons, la nature locale, la spiritualité. Ces biais sont corrigés partiellement par filtrage, rééquilibrage des données et supervision humaine, mais ils restent présents. Maintenant, on va parler hallucinations. Les hallucinations sont des erreurs produites par l'IA générative. Elle peut inventer des faits, des chiffres ou des images qui semblent crédibles mais qui sont faux. Par exemple, un faux article scientifique cité comme source, une main avec 6 doigts dans une image générée, un calcul erroné présenté avec assurance, ou encore la rencontre imaginaire entre Victor Hugo et Albert Einstein. Ces erreurs ne sont pas rares. Elles montrent que l'IA ne comprend pas le sens de ce qu'elle produit. C'est pourquoi il faut toujours vérifier les réponses obtenues, confère le point à venir sur les responsabilités. Maintenant, les prompts. Un prompt est une instruction donnée à l'IA générative. C'est en général un texte, une image, une vidéo ou une combinaison des trois qui indique à la machine ce que l'on souhaite qu'elle génère. Ce peut être très court, mais aussi très très long. Quelques règles pour bien construire vos prompts. Soyez précis et concis.
Indiquez le style, le ton ou le format, la forme souhaitée. Google vous fournira plein d'indications précises sur ce qu'il faut mettre dans un prompt en fonction de l'objectif que l'on poursuit. Travaillez par itération. Ajustez votre prompt selon les résultats. On a rarement le résultat souhaité du premier coup. On complète, on ajuste, on modifie, on resoumet, on analyse le résultat et on complète, on ajuste, on modifie. Bien construire des prompts est une compétence en soi. On parle même d'un nouveau métier, prompt engineer. On va maintenant aborder un point essentiel de cette présentation. Quand on utilise un outil d'IA générative, on est responsable du résultat et de ce que l'on va en faire. La génération par un outil ne nous décharge en rien de plusieurs responsabilités. Il faut vérifier la véracité des informations et se méfier des hallucinations. Le respect des lois, droit d'auteur, RGPD, l'usage éthique, ne pas faire de désinformation, pas de manipulation. L'IA est un outil d'aide, pas une vérité absolue. Se conformer à ces règles est essentiel pour une utilisation éthique de ces outils. On va maintenant évoquer les impacts liés à l'arrivée de l'IA générative sur notre société. Je vais discuter cela autour des impacts sur les métiers, les impacts environnementaux, les impacts juridiques et les impacts à plus long terme. Je commence donc par les impacts sur les métiers. L'IA générative est aujourd'hui déjà utilisée dans de nombreuses entreprises. Elle est aussi interdite dans d'autres. Elle impacte déjà le journalisme pour la recherche d'informations, l'aide à la rédaction, les résumés, le marketing et la publicité avec la création de visuels, de slogans, le développement logiciel car la génération de code est automatisée, les services clients à travers la mise en place de chatbots dédiés, les ressources humaines avec le tri des curriculum vitae, la rédaction d'annonces, le droit avec la rédaction d'actes juridiques, l'aide à la recherche de jurisprudence, dans l'enseignement pour la génération de quiz, de supports pédagogiques, d'exercices, et enfin en médecine pour l'aide au diagnostic et alléger les tâches administratives. Un rapport prévoit l'automatisation de 30% des heures de travail d'ici 2030, soit 350 millions d'emplois menacés. Mais les avis divergent beaucoup sur cette question. En parallèle, de nouveaux métiers apparaissent. Les travailleurs de Londres qui nettoient et annotent les données utilisées durant l'apprentissage ou qui fiabilisent les modèles. Les prompt engineers, déjà mentionnés, et enfin les intégrateurs d'IA qui ont pour charge d'identifier des bénéfices potentiels de l'IA pour une entreprise. Un point maintenant sur les impacts environnementaux liés à la mise en place et à l'utilisation d'IA générative. En fait, l'impact écologique est considérable. Entraîner ChatGPT-3 a consommé 1,3 gigawattheure, soit autant d'électricité que 1000 foyers en un an. Une requête ChatGPT consomme 60 fois plus qu'une recherche Google. Les serveurs nécessitent d'énormes quantités d'eau pour être refroidis. Pour finir, la fabrication des GPU, les microprocesseurs adaptés au réseau de neurones, requiert des matériaux rares comme le lithium, le cobalt, les terres rares. Et ça pose des problèmes environnementaux, mais aussi géopolitiques. Des solutions existent. On travaille à améliorer l'efficacité des algorithmes. On cherche à utiliser des énergies renouvelables. On développe de nouveaux modèles de serveurs moins gourmands en énergie. On aborde maintenant les impacts juridiques liés à la mise en place et à l'utilisation d'IA générative. En synthèse, on est dans le flou, car beaucoup de questions restent ouvertes. Les principales sont les suivantes. La propriété intellectuelle n'est pas tranchée. On ne sait pas à qui appartiennent les contenus générés par ces outils. La responsabilité est floue. On ne sait pas vraiment qui est responsable si un contenu cause un dommage. Est-ce le développeur de l'outil, l'utilisateur de l'outil ou l'entreprise qui commercialise l'outil? C'est pas tranché. La question de la protection des données personnelles n'est pas tranchée non plus. Comment garantir l'application de la RGPD avec ces outils? La législation se met en place. L'Europe est clairement pionnière. Elle a commencé à encadrer l'utilisation de l'IA avec l'IA Act en 2024. Ces choix imposent transparence, définissent des sanctions et classent les IA en 4 niveaux de risque:
minimal, limité, élevé et inacceptable, avec des règles pour chacun de ces niveaux. Mais bon, le droit progresse plus lentement que la technologie. Pour conclure sur les impacts, je souhaite évoquer différentes analyses proposées par des experts qui me semblent d'intérêt. Yuval Noah Harari, il a écrit Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Pour lui, l'IA maîtrise la langue, le langage, et peut du coup manipuler l'opinion. Comme pour le nucléaire, il demande une régulation stricte, le danger est trop important. Stuart Russell, un professeur d'informatique à Berkeley. Pour lui, il est impératif de garder l'IA alignée avec les valeurs humaines. Lui aussi plaide pour un cadre éthique strict. Enfin, Charles Ferguson, un réalisateur américain. Pour lui, l'IA est une nouvelle révolution industrielle, avec risques et opportunités. Les impacts seront inégaux. Tous insistent sur la nécessité de réguler, d'identifier clairement les contenus générés et d'adapter la société. Tous s'inquiètent du développement des deepfakes, que ce soit des vidéos truquées d'hommes politiques, d'images déformant la réalité, du faux porno. C'est maintenant venu le temps de la conclusion. Je vais tenter de faire une synthèse de tout cela avec une analyse des forces, des faiblesses, des menaces et des opportunités de l'IA générative. On commence donc par les forces de l'IA générative. Premier point. Je pense qu'il faut voir l'IA générative comme un partenaire d'exploration intellectuelle, plutôt qu'un moteur de réponse sophistiqué. Ces outils peuvent nous permettre de nous enrichir, d'apprendre beaucoup, mais il faut connaître leurs limites pour bien les utiliser. Second point, je trouve que les outils issus d'IA générative sont des moyens très efficaces pour pallier le syndrome de la page blanche. Les réponses sont des points de départ qui demandent correction, ajustement, vérification, mais on gagne vraiment beaucoup de temps. Troisième point, augmentation de la productivité. En lien avec le point précédent, l'IA générative permet l'automatisation partielle de tâches intellectuelles répétitives. C'est un soutien puissant à la rédaction ou à l'analyse de données. L'IA optimise les flux de travail et augmente l'efficacité, la productivité dans de nombreux domaines. Quatrième point, grâce à sa capacité à générer des textes, images, musique ou programmes rapidement, l'IA facilite la création artistique, rédactionnelle et technique. L'IA permet de tester rapidement différentes idées et styles. Elle ne crée pas, elle fait des propositions sur lesquelles il est facile de réagir et de faire émerger des nouveautés. Cinquième point, nous avons accès à des outils puissants, parfois gratuitement, pour le grand public et les professionnels. L'IA générative abaisse les barrières d'entrée à la création artistique, à la production de contenu et à l'innovation. Dernier point, l'IA générative permet une ultra-personnalisation. Parce qu'elle prend en compte l'intégralité des échanges à chaque réponse, elle permet d'adapter la génération de contenu aux besoins ou préférences individuelles. On continue avec les faiblesses de l'IA générative. Premier point, toutes les IA génératives sont des perroquets. Elles ne font que régurgiter des éléments contenus dans les milliards d'exemples utilisés pour l'apprentissage. Ce sont des perroquets stochastiques, car quand elles font des choix, ils sont guidés par des probabilités de plausibilité. C'est ça la dimension stochastique ou statistique. La conclusion de ce point est que les IA génératives ont du mal à créer, à inventer, car elles régurgitent. Deuxième point, avec ces outils, il y a un manque de transparence totale. On parle ici de l'effet boîte noire qui rend les raisonnements mis en œuvre impossibles à comprendre ou à auditer. La répartition des connaissances mises en œuvre par ChatGPT est répartie uniformément dans 17 000 milliards de paramètres numériques. Un premier pas est essentiel, c'est d'imposer la mise en place de moyens permettant de distinguer ce qui est généré par une IA de ce qui ne l'est pas. La qualité des productions dépend fortement des bases de données utilisées pour l'entraînement, ce qui peut limiter la pertinence ou la diversité des résultats. Si ces données sont manipulées, et c'est possible, les connaissances acquises seront biaisées, ce qui se résume par l'anglicisme suivant: garbage in, garbage out.
Comme on l'a vu, l'IA peut reproduire ou amplifier les biais présents dans les données utilisées durant la phase d'apprentissage. Cela peut poser des problèmes éthiques, de représentation et de diversité. Également évoqué, l'entraînement et l'utilisation des outils issus de l'IA générative sont très gourmands en ressources, électricité, eau et métaux rares. Cela pose des problèmes environnementaux qui viennent en surcharge des problèmes environnementaux existants. Est-ce le bon moment? Après les faiblesses, on parle maintenant des menaces. Donc, quelles sont les menaces liées à l'IA générative? L'IA générative peut produire des contenus trompeurs ou malveillants, menaçant la confiance et la sécurité. Elle peut produire des textes crédibles mais faux, permettant la manipulation d'opinions ou l'altération des faits. Il faut donc s'en méfier. La presque automatisation des fonctions de rédaction, de service client, de programmation va menacer certains métiers. Il y a un vrai risque de substitution, à minima partiel, des humains par l'IA. Ce qui n'est pas clair aujourd'hui, c'est la balance entre les emplois créés et les emplois perdus. Les fraudes, les cyberattaques assistées par l'IA vont se développer. La création de malware ou d'outils pour le harcèlement est facilitée par l'IA. Ce n'est pas surprenant que des gens mal intentionnés utilisent cette technologie. La régulation est très en retard par rapport aux avancées techniques. Le flou juridique sur les responsabilités et la propriété de ce qui est généré est complet. La seule manière de résoudre ces problèmes est une approche globale, mondiale, qui semble vraiment difficile à mettre en œuvre aujourd'hui. Il y a plusieurs défis importants devant nous. Le premier est la mise en place d'une économie de l'attention, ou quand les chatbots pourront influencer sur les décisions du commun des mortels, au mieux pour les inciter à acheter différents produits, au pire pour influencer leur vote. Il faut que nous soyons vigilants à la mise en place de l'économie de l'attention. Elle pourrait nous causer beaucoup de tort. Le second défi concerne l'utilisation de ChatGPT comme psychologue. Il est dispo H24, presque gratuit. Il utilise très bien l'historique des échanges, c'est une mémoire infaillible, et il est dit avoir énormément d'empathie. Un procès est en cours en Belgique et un autre aux États-Unis où les chatbots auraient aidé des personnes à se suicider. Je trouve ces deux exemples problématiques. Le dernier défi est soulevé par les intellectuels. Ne sommes-nous pas en train de créer un outil qui pourrait nous détruire? Tous poussent à ce qu'une réflexion mondiale soit menée pour prévenir les effets et les méfaits de l'IA plutôt que de les guérir. Pour l'instant, rien ne s'est passé dans ce sens. On se laisse porter par le business de quelques entreprises dont l'objectif est de faire des profits. La dernière menace que je vais évoquer pourrait être la plus dangereuse. Une étude récente menée au MIT sur des étudiants en master montre que les étudiants qui utilisent ChatGPT dans le cadre de leurs études ont des performances cognitives moins bonnes que ceux qui ne l'ont pas utilisé. Si ce point se confirme, on met en danger le processus d'apprentissage de toute une génération. Et c'est très grave. Les outils comme ChatGPT ne sont pas comparables aux calculatrices qui, jadis, ont fait hurler les profs de maths. L'impact de l'IA générative est tellement large que le risque doit être pris très très au sérieux. Et pour terminer sur une note optimiste, on va évoquer les opportunités de l'IA générative. Le premier point, grâce à ces nouveaux outils, on perçoit déjà d'énormes progrès bénéfiques à l'être humain dans plein de directions, et ce n'est que le début. Par exemple, la qualité du diagnostic à 5 ans du cancer du sein est impressionnante. Cela va sauver des vies, améliorer la vie de nombreuses femmes. Un autre outil est dédié à la découverte de la structure des protéines. Cela va permettre de créer de nouveaux médicaments pour mieux soigner les hommes. Et cela est sans parler des optimisations en tout genre, comme la logistique, l'énergie, l'éducation. Second point, un nouveau concept émerge. L'arrivée des agents IA dans la vie de tous les jours. Ils devraient être capables de nous aider à mieux organiser notre vie, notre travail. J'ai mis ce point dans les aspects positifs, mais j'ai longtemps hésité. Je suis quand même convaincu qu'ils vont être importants dans notre vie privée. Troisième point. Avec l'IA, l'union fait la force. Dans de nombreux domaines, comme la médecine, l'association expertise humaine avec les capacités de l'IA font mieux que l'IA seule ou que l'humain seul. L'IA propose des compléments des idées que l'on n'a pas eues et ça enrichit notre propos.
On gagne en productivité, mais aussi en qualité. Quatrième point, il nous faut maintenant prendre cette technologie à bras-le-corps. Il ne faut pas en avoir peur, ne pas la bouder ou la rejeter. Elle peut être porteuse de nouveaux services, d'innovations et améliorer la vie des humains. Le potentiel est énorme. Il nous faut imaginer de nouveaux usages pour faciliter notre vie à tous. N'est-ce pas une forme de progrès? Un dernier point pour finir et pour rêver un peu. Cet outil, si original et si singulier, aux capacités si variées, pourrait se révéler être une opportunité pour mener à bien une réinvention sociale et économique. Il faut que l'on prenne de la hauteur et que l'on agisse dans ce sens. Et ça passe par une montée en compétence de tous et de toutes sur ce sujet, comme celle que vous venez de vivre en suivant cette vidéo. Alors, vous êtes un maillon de la chaîne. Partagez-la. C'est maintenant le mot de la fin. L'IA générative n'est pas une simple mode. C'est une évolution majeure qui va durablement transformer notre société. Elle peut être un allié formidable si nous l'utilisons avec discernement et esprit critique. Il faut garder à l'esprit que ce n'est pas un outil intelligent. Il y a un potentiel énorme pour que ce soit un outil de progrès, mais elle peut aussi devenir un problème si nous la laissons évoluer sans règles ni réflexion éthique globale. En résumé, l'IA est un outil. Elle ne comprend pas le sens des choses. C'est à nous de rester aux commandes pour qu'elle améliore notre vie. Tout le monde est concerné. Voilà, c'est la fin de cette présentation. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante et que vous avez appris plein de choses. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, pour échanger sur ce sujet qui, vous l'avez compris, me passionne. Mon mail est à venir. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, suggestions, etc. Donc, je suis maintenant dans l'attente de vous lire. À bientôt! Merci Georges. Merci Georges. C'est trop bon.